retrouve pour faire le point sur mes premières lectures de l'année 2023. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça démarre pas très fort, puisque j'ai pas été très emballée par mes premières lectures. Là, je vais vous présenter aujourd'hui 4 romans, et sur ces 4 romans, les 2 premiers ont été des déceptions, et les 2 suivants, je les ai bien aimés, voire beaucoup aimés, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. On y va tout de suite. On va commencer avec le premier roman que j'ai lu cette année. Il s'agit de Les filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers, publié aux éditions Charleston. C'est un roman que j'avais vraiment très hâte de lire puisque je vous en ai déjà parlé dans un précédent update lecture, mais après avoir lu l'histoire du bal des folles, je m'étais un peu renseignée et j'avais très envie de découvrir un peu plus le monde de la Pitié-Salpêtrière et tous les secrets que cet hôpital a cachés au cours des siècles. Et en fait, en faisant un peu des recherches à partir du bal des folles, j'avais découvert l'histoire des filles du roi. C'est l'histoire de filles qui vivaient à la Pitié-Salpêtrière et qui ont été envoyées au XVIIe siècle en Nouvelle-France, donc en fait au Québec, pour épouser des colons et peupler ce territoire. Et là, en fait, ce roman va suivre l'une de ces jeunes filles, donc j'étais ravie de tomber sur un roman qui se passe pile sur le thème dont je venais d'entendre parler. Je l'ai donc acheté quasiment à sa sortie et donc j'ai été un peu déçue. Pour vous en parler un peu plus en détail, on va suivre Laure, qui est une jeune orpheline qui vit depuis qu'elle est enfant à la Pitié-Salpêtrière, puisque c'était à la fois un hospice, un asile psychiatrique, mais aussi une sorte d'institut pour jeunes filles. Et donc elle est élevée là-bas avec une éducation très rigide, très morale, très religieuse, et elle projette d'être couturière. C'est son rêve d'ouvrir un atelier de couture. Et en fait, suite à une bévue de sa part, je ne vais pas en dire plus, elle va être envoyée comme punition au Canada, donc pour épouser un colon. Donc on va suivre à la fois sa vie un peu avant, on va suivre aussi le voyage jusqu'au Canada, puisqu'il faut y arriver, pas tout le monde survit dans ce voyage. Il y a le trajet en bateau qui peut être très difficile, il y a la famine, la dénutrition, toutes les maladies infectieuses qui les infestent pendant la traversée. Donc on va suivre ça et ensuite on va suivre son arrivée au Canada, le choc brutal entre ce territoire et la vie parisienne qui, même si elle n'a pas connu la vie parisienne trépidante ou celle d'une personne riche qui a accès à tous les plaisirs, forcément entre l'agitation de Paris et le calme du Canada, de ces petits villages reculés où ils sont encore dans un confort très très sommaire, le choc va être très brutal pour elle et elle va devoir s'adapter. J'ai été un peu déçue par ce roman, principalement à cause de son style. En fait, je l'ai découvert après en lisant la postface où l'autrice explique pourquoi est-ce qu'elle a voulu écrire ce roman. Ça part d'un mémoire de recherche universitaire. Et on sent vraiment que c'est le cas parce que malheureusement le récit manque d'émotion. Et le style n'est pas incroyable non plus. J'ai trouvé que déjà ça manquait d'émotion, c'était assez froid dans la façon d'énoncer les faits, dans la façon d'énoncer les sentiments de Laure. J'ai pas réussi à avoir beaucoup d'empathie pour elle parce qu'il y a trop de distance et que l'autrice n'arrive pas à insuffler de la vie à son récit. Ça reste beaucoup trop académique, beaucoup trop factuel. Et donc ça, c'est une petite déception puisque j'ai pas réussi à m'imprégner de ce récit, à me sentir plongée dedans. Ensuite, j'ai pas trop apprécié le style parce qu'elle va écrire à la première personne, enfin pas la première personne, elle va écrire à la troisième personne mais au présent. Et c'est un genre que je n'aime pas trop, je préfère largement quand un récit est écrit au passé simple, surtout quand on est sur un roman historique. Là, je trouve que ça met encore plus de distance parce que j'arrive pas à sentir qu'on me raconte une histoire. J'ai plutôt l'impression de lire un déroulé de faits sans aucune émotion. Et j'ai trouvé que la façon d'écrire de l'autrice était parfois très confuse, le récit n'était pas bien agencé, il n'y avait pas une bonne liaison entre les différents faits, elle passait trop vite sur certaines choses, elle restait trop longtemps sur d'autres, et du coup ça m'a donné une impression très brouillonne dans la façon d'appréhender l'histoire. Ce que je regrette beaucoup, puisque j'étais vraiment à la recherche d'une histoire avec un contexte historique fort, et j'ai trouvé que ça n'a pas été le cas.
On s'est presque plus intéressé aux sentiments de l'héroïne du roman, donc Laure, mais en même temps sans savoir vraiment nous décrire ses sentiments de manière assez belle. Donc une petite déception parce que j'attendais vraiment beaucoup plus de ce roman. Ensuite, je n'ai pas le roman, donc je vous mettrai une petite photo là ou là maintenant que j'ai appris comment faire. Il s'agit de La femme au serpent de Claude Isner, publié aux éditions 10-18. Alors, ce roman, c'est le deuxième tome d'une série de Cozy Mystery. Pour l'instant, il y en a 4 de sortie, mais il y en a un 5e qui arrive bientôt. Et c'est une série qui est écrite par 2 sœurs. Pourquoi j'ai lu ce roman? Alors en fait, il y a 2 ans, j'ai reçu dans le cadre de la masse critique de Babelio le 4e tome à lire. Ça m'a pas gênée puisque ça peut se lire relativement indépendamment, même s'il y a des références qui sont faites au tome précédent et aux personnages que le héros a déjà rencontrés. Et en fait, on va suivre un jeune pianiste américain qui vit à Paris dans les années 20 et qui va se retrouver à enquêter en fait sur des meurtres et d'autres enquêtes. Et en fait, j'avais eu un avis plutôt mitigé sur ce 4e tome. J'avais bien aimé l'immersion dans le Paris des années 20 que je trouvais très bien faite, mais j'avais trouvé l'enquête très brouillonne et mal construite. J'ai quand même acheté le 2e tome et le 3e tome parce que je suis tombée dessus et je me suis dit j'ai envie de revenir au début. Avec un peu de recul, c'était sans doute une erreur puisque j'avais pas été emballée par le 4e tome, donc pourquoi vouloir lire une série si elle ne m'a pas emballée, je sais pas du tout. Et du coup, j'ai enfin décidé de lire ce 2e tome qui traîne dans ma palle depuis presque 2 ans en fait. Et mon constat est exactement le même que pour le 4e tome. C'est-à-dire que l'ambiance des années 20, elle est incroyable. J'ai jamais été aussi bien plongée dans une atmosphère que dans ce roman-là. Ça passe par la description des lieux, ça passe par la description des personnages, ça passe par les expressions. Il y a des expressions françaises utilisées que je n'avais jamais entendues, qui sont apparemment typiques de l'époque. On a beaucoup d'argot, on a un style vraiment très très vif, très enlevé. On sent que ça tourbillonne. En fait, on ressent dans le style, dans la façon d'écriture, l'effervescence des années 20. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que voilà, c'est vraiment une vraie plongée dans ce Paris-là. Et j'ai adoré cette partie-là. Cependant, le roman n'a pas vocation à être un roman historique, c'est censé être un cozy mystery. Et dans la cozy mystery, le côté enquête est forcément assez important. Et de ce côté-là, encore une fois, ça pêche. En fait, on va se retrouver avec une enquête qui se passe dans le milieu du show business, avec des artistes donc ont beaucoup de moments qui se passent dans des théâtres. C'est assez intéressant de ce côté-là. Mais encore une fois, on a une enquête qui ne tient pas la route. On a une façon d'enquêter complètement brouillonne, qui n'a aucun sens. On a des réactions de personnages qui sont aussi aberrantes et incohérentes. On a une résolution finale que j'ai trouvée plutôt décevante. Et de manière générale, en fait, les autrices, puisque ce sont 2 sœurs, n'arrivent pas vraiment au lieu de construire leur livre autour de l'enquête, puisque c'est un cozy mystery, et encore une fois, l'enquête devrait être la partie la plus importante et la mieux travaillée, même si ça ne suffit pas. Au lieu de construire autour de l'enquête, on a l'impression qu'elles ont construit un univers, et après, elles balancent une enquête, des cadavres au milieu, et elles essayent de faire que tout colle ensemble, mais c'est fait assez grossièrement, et au final, on comprend pas trop ce qui se passe. Ce qui fait que finalement, le style qui nous plaisait bien, mis au service d'une histoire mal menée, finit par donner presque mal à la tête en fait, puisqu'il y a vraiment ce côté frénésie, ce côté très rapide, très tourbillonnant. Enfin, on se sent vraiment, c'est presque comme si on était attrapé et amené d'un endroit à l'autre, d'un personnage à l'autre, sans avoir le temps de souffler. Et donc voilà, ça donne une impression d'action, mais si on se pose un instant, on se rend compte que ça repose quand même pas mal sur du vide, ou en tout cas sur des fondations qui ne sont pas solides. Donc pour moi, ça a été une déception. Et voilà, maintenant que j'en ai lu 2, j'ai pas trop d'espoir que les prochains ou le premier tome soit mieux. Donc même si j'ai le 3e tome dans ma page, je pense que je vais arrêter cette saga et me débarrasser de ces tomes-là. On va passer ensuite à ma première lecture en VO de l'année. Il s'agit de The Railway Children de Edith Nesbit,
publié chez Arcturus. Donc c'est un roman que j'avais trouvé chez Noz il y a 1 an et demi ou 2. C'est un classique de la littérature jeunesse, mais je n'en avais jamais entendu parler. Pour cause, il n'a jamais été traduit en français, alors que d'autres romans de cette autrice, par contre, ont été traduits depuis. Dans ce roman qui se passe, je crois, au début du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, on va suivre 3 enfants, donc Roberta, Peter et Phyllis, j'avais un petit doute sur leur nom, qui vivent avec leurs parents, qui ont une vie de petits enfants de leur âge complètement typique. Et un jour, leur père est emmené, ils ne le voient plus. Leur mère leur dit qu'il est parti pour le travail, qu'il a eu un souci, qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, et que leur mode de vie actuel à Londres n'est plus possible. Ils vont donc aller vivre dans la campagne, dans une petite ville, dans une petite maison qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils avaient avant, avec beaucoup moins de domestiques. Et on va suivre un peu leur vie dans ce nouvel endroit qu'ils vont appréhender. Et notamment, ils vont se prendre de fascination pour la gare et pour les trains qui passent très régulièrement. En fait, depuis chez eux et depuis un petit promontoire près de chez eux, ils peuvent voir les trains passer. Ils adorent les regarder, faire coucou aux trains et aux voyageurs. Et après, il va leur arriver plein de petites aventures qui sont liées justement à ce train ou à tout ce qui gravite autour. C'est un roman qui est très très mignon. On a des personnages qui sont extrêmement attachants. Je trouvais que les 3 enfants sont très très mignons parce qu'ils ont vraiment des réactions d'enfants, avec leur côté à la fois très naïf et en même temps ils ont leurs petits défauts, mais qui sont qu'on ne peut pas vraiment critiquer ou reprocher, parce que souvent quand ils font des bêtises, à la base ça part toujours d'une bonne intention. Ils ont un très grand cœur et ils ont des réactions très candides qui montrent un peu ce que pourrait donner le monde si on ne perdait pas l'innocence des enfants. Et j'ai beaucoup aimé ça, c'est vraiment très mignon, je me répète beaucoup. Ils vont vivre pas mal d'aventures qui sont adorables et qui sont assez mouvementées. On va rencontrer plein d'autres personnages qui sont complètement différents les uns des autres. Et on voit comment ces enfants, par leur bonté, par leur candeur, vont transformer un peu le monde autour d'eux et ce que ça va leur apporter par la suite. Puisque là, je pense que la morale de cette histoire, ce serait vraiment que quand on fait des bonnes actions, ça nous revient un jour ou l'autre, de manière même complètement amplifiée. Et là, c'est ce qui va être le cas dans cette histoire. Donc c'est vrai que c'est une histoire pleine de bons sentiments, avec une jolie morale, sans doute un peu facile, un peu naïve à notre époque, mais qui est quand même très belle et que je conseillerais beaucoup aux enfants. Mais alors vraiment, c'est un roman très très jeunesse, c'est-à-dire que pour moi ça se lit à partir de l'âge de 8 ans, c'est 8-12 ans à mon avis la tranche d'âge. Une fois qu'on est ado, voire adulte, c'est peut-être un peu plus difficile de se laisser toucher par cette histoire. C'est pour ça que j'en ai eu, même si j'ai beaucoup aimé, j'en ai eu presque un avis un peu mitigé, dans le sens où je ne savais pas si je devais juger le livre basé sur mon moi de 32 ans, la vie que je mène, le monde dans lequel je vis, ou est-ce que je dois me baser sur ce que j'aurais ressenti si j'avais lu ce livre à la bonne tranche d'âge. Et je pense que si je l'avais lu vers 8-10 ans, j'aurais adoré, ça aurait été un de mes classiques préférés, j'aurais trouvé ça hyper mignon. À mon âge aujourd'hui, je trouve toujours ça très très mignon, mais voilà, c'est quand même extrêmement jeunesse. Il n'y a pas énormément de subtilité, les personnages restent quand même assez manichéens, donc ça peut déranger certaines personnes, je pense. Et enfin, on va finir par le dernier roman. Il s'agit de La princesse Priscilla s'est échappée de Elisabeth von Arnim, publié aux éditions Bartilla. Elisabeth von Arnim, c'est une autrice que j'ai découverte il y a 2 ans à peu près en lisant Avril Enchanté, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'avais beaucoup aimé son humour, sa façon de raconter l'histoire. C'est un roman feel good, mais pas feel good au sens où on l'entend aujourd'hui avec les romans qui fleurissent dans les librairies et que j'aime pas du tout. C'est vraiment un roman feel good parce que on va partir de personnages qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et puis il va y avoir plein de petites situations un peu loufoques, un peu tendres, et finalement on finit le roman avec le sourire aux lèvres, mais c'est pas forcément fait
avec des sous-entendus cachés de développement personnel, comme je trouve qu'il y en a souvent dans les romans feel good et qui personnellement me gênent beaucoup parce que je n'aime pas ça. Bref, donc ça c'était pour Avril Enchanté, que j'avais adoré. Et là on va parler de ce roman qui est plutôt une sorte de conte philosophique ou même une satire de conte. Je ne sais pas exactement ce que l'autrice voulait faire, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. On va suivre donc Priscilla, qui est une princesse allemande, absolument parfaite, douce, belle, polie, qui vit dans sa petite cage dorée avec tous ses serviteurs, avec les codes de la cour qui sont forcément très stricts et qui ne peuvent pas être modifiés. Sauf que Priscilla, c'est une jeune fille qui, sous ses dehors très très sages, a un vrai feu intérieur en elle. Elle a envie de voir le monde, elle a envie de vivre plus que sa petite vie réglée et monotone. Elle a envie d'interagir avec d'autres personnes, elle a envie de liberté. Et en guise de marraine la bonne fée, elle va avoir un professeur qui s'appelle Fritzling et qui en fait travaille dans la bibliothèque royale et qui a tendance à l'instruire et à essayer de la pousser à aller vers la liberté. Du coup, Priscilla, lorsqu'elle apprend qu'elle est promise au mariage, elle décide de se rebeller, ou plutôt, elle va rien dire, mais elle décide de s'enfuir avec ce professeur, justement. Et ils vont aller s'installer dans un petit village calme, sans histoire, qui va être complètement bouleversé par l'arrivée de Priscilla. Bien sûr, il se cache sous un faux nom, elle ne déclare pas qu'elle est une princesse, mais ça va être assez marrant puisqu'ils vont accumuler les situations un peu abracadabrantes, un peu loufoques, puisque forcément, elle n'a aucune connaissance de la vie, elle n'a aucune connaissance de la vie d'une personne normale, et donc ça va donner lieu à des situations qui peuvent être un peu marrantes, où par exemple elle va avoir tendance à parler avec beaucoup de condescendance aux gens qui se demandent mais pour qui elle se prend celle-là. C'est parce que c'est la façon dont elle a toujours eu l'habitude de parler. Elle va avoir tendance à distribuer de manière très très large son argent pour faire plaisir aux gens, alors qu'en fait ils sont quand même à court d'argent, donc elle ne peut pas non plus se permettre de gérer son budget comme ça. Et en fait, tout le long du roman, elle va vouloir agir de manière bonne, de manière gentille envers tout le monde, mais ses actions, comme elles sont trop naïves et comme elle n'a pas conscience de la réalité de la vie quotidienne, de la réalité des caractères des gens et de la façon dont il faut traiter avec eux, elle va entraîner tout un lot de catastrophes. Donc c'est un roman qui est assez marrant, notamment c'est encore rajouté parce que l'autrice, la narratrice, nous est vraiment présente dans le roman, donc de temps en temps elle va rajouter des petites phrases, elle va nous faire part de ses réflexions sur les agissements de Priscilla, sur les agissements de son professeur, sur le monde, et ce côté-là est vraiment très marrant. Après j'ai pas complètement adoré, parce que j'ai pas vraiment su comment me positionner par rapport à ce roman. Est-ce que je devais le prendre complètement comme une parodie? Est-ce qu'il y avait un côté beaucoup plus philosophique à discuter? Mais ça reste une excellente lecture tout de même, j'ai quand même beaucoup aimé. Et je trouve que la morale de cette histoire, ça pourrait être vraiment la même morale que celle dans Candide de Voltaire. Il faut cultiver son jardin. Parce que c'est exactement ça. Priscilla finalement a voulu s'enfuir parce que pour elle l'herbe était plus verte ailleurs, et elle va se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas et que peut-être c'est plus facile de se contenter de ce qu'on a et de l'enrichir et de l'embellir plutôt que de vouloir repartir à zéro sans avoir aucune connaissance ou sans en avoir les outils. Voilà donc pour mes lectures de ce début d'année. J'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce sont des romans qui vous intéressent. Je sais qu'ils ne sont pas forcément très connus, je me rends compte, à part peut-être le Charleston dont on a un peu entendu parler en ce début d'année. Les autres sont passés assez inaperçus, en tout cas sur Bookstagram et même je trouve dans la sphère littéraire en général. Donc dites-moi si ça vous a intéressé, et en attendant, on se retrouve bientôt. Salut!